Alors bonjour, tout d'abord merci de prendre le temps d'écouter ce podcast parce que évidemment sa création tient à votre écoute. Bien sûr que c'est hyper important pour moi, la voix qui vous partage cet épisode du podcast Ubundahe Hanoa, résilience en Kinyarwanda. Pourquoi avoir un podcast qui a un mot mais 2 traductions? Parce que je voulais montrer le lien entre le Rwanda et la Belgique. Ubundahe Hanoa, résilience, est un projet que je porte depuis quelques années. Je, qui est Marianne ou Colette. Marianne pour mon prénom d'adoption, Colette pour mon prénom de naissance. Je suis la créatrice de ce podcast. Un podcast qui est à la fois pour autrui et à la fois aussi une réparation de mon histoire personnelle et familiale adoptive. Je trouvais qu'il était important de marquer ces archives, de les partager et de les rendre accessibles sur les diverses plateformes parce qu'il faut, je pense, encore plus en cette année des 30 ans de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, marquer ces connaissances et ces témoignages et ces expériences de personnes qui sont de très près ou d'un peu plus loin, marquées par cette histoire et ces 100 jours de l'horreur. Pour ce second épisode, intitulé « Nos aînés », il m'était indispensable d'inviter 2 de mes aînés pour matérialiser et partager avec vous d'une certaine manière mon cercle vertueux, car comme première invitée sur cet épisode, nous aurons Félicité Yamukuru, qui est l'autrice du récit « L'ouragan a frappé Nyondo », qui est un bouquin paru en 2018 et qui retrace son récit de rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, coécrit avec Nathalie Caprioli. Félicité, je l'ai d'ailleurs rencontrée dans le cadre de la soirée de rencontre de ce livre, quelques jours avant et le jour même, en discutant avec elle, en échangeant avec elle sur nos expériences, qui m'a permise en fait de m'autoriser à moi-même raconter, incarner et écouter mon récit, mon expérience en tant que rescapée de ce génocide également. Ça a été ma personne déclic et je l'en remercie et donc ça me fait extrêmement plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Et vous la présenter également. Je vous laisse avec notre échange. Félicité, on va être familière du coup direct. En tout cas, je tenais à te remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast sur la résilience. C'est d'ailleurs toi qui as contribué à son nom, qui m'a pas mal aidé pour la traduction. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc, je suis Félicité Yamukuru. Je suis rescapée du génocide des Tutsis de 1994. Il est lié à mon histoire, il est lié à moi puisqu'il a pris toute ma famille, mes parents, mes 5 frères et sœurs, et pas que, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Ici, on est en podcast, je pourrais vous projeter peut-être mon arbre généalogique. Nous avons survécu à très très peu dans ce génocide. Donc, c'est clair que je suis liée à ce qui s'est passé en 1994.
J'avais 15 ans et demi. J'ai toujours arrondi à 16 et j'habite à Bruxelles. Je suis maman de 4 enfants. Comment tu dirais, justement, comme tu es lié à ce qui s'est passé en 94, qu'est-ce qui, dans ton parcours, puisque c'est intrinsèquement lié à toi, a fait qu'il y a eu un avant et un après aussi en termes physiques et psychiques, quoi, en termes de santé mentale pour toi? Alors, si je dois répondre clairement, c'est que le génocide est arrivé, mais on avait un avant. On avait une vie, on avait des familles. Je vivais en famille, on était une famille, une très grande famille et une famille très heureuse malgré les discriminations qui existaient et le risque d'extermination qui se disait depuis les années 90. Parce que déjà, avant, on avait une vie. Mais alors, quand tout le monde meurt en même temps, est tué en même temps pendant ce génocide, et que forcément, je me retrouve survivante après leur massacre, il y a un après. Et cet après pose question parce que la question de comment est-ce qu'on va faire sans papa, sans maman. Je suis avec mon frère, mon petit frère. Comment est-ce qu'on va faire? Et puis la vie va reprendre petit à petit. La chance, le Rwanda va se remettre debout, reconstruire, renaître de ses cendres, s'il faut le rappeler. Et puis c'est un après qui arrive au moment où vous commencez maintenant à rentrer dans les souvenirs. Et les souvenirs ne sont pas des souvenirs d'il y a très longtemps, ce sont des souvenirs presque d'hier pour nous, où on imaginait peut-être que quelqu'un d'autre de la famille survivrait. Malheureusement, moi, je suis des familles et du côté de mon père exterminées quasi totalement, sinon de ma mère presque. Et l'après, c'est de se dire comment est-ce que en se remettant debout dans un Rwanda qui renaît, comment est-ce qu'on raconte notre histoire. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous éduquaient. On a la chance. Et il faut rappeler que dans la résilience, l'éducation, c'est la base. On a eu la chance d'avoir des parents qui étaient éduqués, qui nous refusaient toute possibilité de non-respect par rapport à tout ce qu'on subissait. Et donc là, je me dis, être debout, c'est de revenir à tout ce qu'on savait au départ et c'est de revenir avec tout ce qu'on est en train de reconstruire au Rwanda, mais c'est de revenir aussi à ce qu'on était. Et donc là, vous êtes obligé de vous mettre debout avec votre histoire, avec ce que vous aviez, tout le fardeau, les bagages. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais je me suis engagée pour en parler et éduquer s'il faut transmettre l'histoire. Et c'est à partir de quand que tu as eu ce déclic justement de t'engager publiquement? Parce que c'est une chose de déjà digérer toi-même ce qui s'est passé et faire au quotidien avec. Mais de là à carrément aller voir, rencontrer l'autre, des gens qui ne connaissent rien du tout. Quand est-ce que tu t'es dit, je vais parler publiquement de ce qui s'est passé? Alors moi, je vais peut-être revenir sur le mot public. Public, aujourd'hui, on pourrait imaginer que est-ce que j'ai décidé de parler, de témoigner publiquement pour que tout le monde m'entende? Non, moi je ne pense pas que j'ai attendu ce moment-là. Mes questions sont arrivées très tôt, parce que je me posais la question de comment est-ce que je parlerai à mes enfants. Et donc, je m'intéressais déjà très tôt quand ils étaient à la maternelle, l'école où ils étaient, comment est-ce que l'école fonctionnait, qu'on leur disait à la maison et ce que eux vivaient à l'école. Et donc parfois, parler publiquement, c'est parler à un inconnu, rencontrer un parent, échanger par rapport à l'éducation de l'école, à la pédagogie. Et donc, je pense que je ne me suis jamais engagée publiquement sans d'abord m'intéresser à comment est-ce que je transmettrais mon histoire à mes enfants. Donc ça a commencé l'air de rien, sans savoir que ce que je disais pouvait aller dans les radios
radio, dans les journaux et publiquement. C'est quand je vais publier mon livre, il va aller surtout dans plusieurs mains et j'ai des échos, des retours. Et à ce moment-là, est-ce que c'est un engagement public? Oui, bien sûr, quand on écrit un livre, peut-être c'est public, mais je pense que j'ai commencé en parlant à un voisin, en témoignant à quelqu'un à qui je voulais prendre la main, en lui parlant de ce que j'ai vécu, de très difficile, de très compliqué, même sans tout étaler, hein. Juste parler à quelqu'un, parfois, je ne sais pas où est-ce qu'on place le curseur pour être public, mais je pense qu'être public, il faut déjà l'échange. Donc j'ai échangé très tôt sans savoir si c'était public. Puisque moi j'ai lu ton livre, comment on en vient à se dire qu'on va carrément laisser cette trace-là? C'est pour toi, c'est pour tes enfants, mais ça ne t'appartient plus à ce moment-là. C'est vrai que je peux dire que c'était un aboutissement parce que je pense à tous les livres qu'on écrit, les livres qu'on a en tête lorsqu'ils ne sont pas encore parus, ils sont encore lettres mortes. Pour moi, c'était un aboutissement parce que je craignais d'oublier. J'avais peur que s'il m'arrivait quelque chose, par exemple, ma cousine Yvette ne saura jamais tous les détails de ce que je savais, que j'avais besoin de lui dire tant son père me disait « occupe-toi d'Yvette ». Ensuite, mes enfants. Et puis, alors quand j'apprends que mon père écrivait et que j'aurais donné tout l'or du monde pour avoir tout ce qu'il avait écrit pendant ce mois avant qu'il ne meure, c'était un aboutissement de me dire que ce que je voulais transmettre de mon récit, de notre vécu, de mon vécu, soit publié. J'étais soulagée. Et je ne peux pas dire contente. Est-ce que tu souhaiterais réitérer cette expérience d'écriture? J'aimerais bien encore faire paraître plusieurs autres récits, plusieurs autres livres, même écrits pour les autres, ceux qui n'y arrivent pas, mais c'était un soulagement. Quel est ton rapport à ton pays de naissance et à ton pays d'adoption? Alors, mon pays, le Rwanda, reste mon pays avant tout. Donc, j'habite en Belgique et je dis que j'ai l'impression de vivre beaucoup plus en Belgique, plus que je n'ai vécu au Rwanda et au Zaïre où je suis née. Je suis retournée au Rwanda petit à petit et puis de plus en plus. Je trouve que c'est un pays qui donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Quand on voit le travail de mémoire qui est abattu, quand on voit combien l'espoir qui était perdu renaît petit à petit, et puis 30 ans après, on peut retourner au Rwanda, se balader. On était en conflit avec même la beauté des paysages. Et quand je retourne, j'adore. Mes parents sont nés, mon père de Kibuye, ma mère de Gisenyi, donc les meilleurs paysages du pays. Je peux vous dire que après 94, je m'en fichais du lac, je m'en fichais des collines, je m'en fichais de tout. Chez nous, on cultivait, on avait des beaux jardins de fleurs petits, un beau jardin potager. Mais tout cela, quand vous perdez tout, vous n'avez aucun rapport avec la nature. Mais je peux vous dire que je suis revenue à fond d'une façon peut-être beaucoup plus inattendue, mais j'ai un rapport incroyable avec ce pays, puisque c'est un pays qui donne espoir. Alors en Belgique aussi, hein, je suis là, mes enfants sont hyper belges, puisqu'ils sont nés, grandis en Belgique, ils sont allés au Rwanda ici à 3 reprises, mais ils sont belges. Moi j'aime bien la Belgique. Je sais très bien qu'on a un passé assez compliqué, un passé colonial belge, mais ceci ne gâte rien à la Belgique. Mais par contre, en racontant nos histoires, en rappelant la discrimination, je ne peux pas ne pas rappeler le passé colonial belge qui est tel que on le connaît au Rwanda, au Congo et au Burundi. Mais je suis très bien en Belgique et je me sens super belge et bruxelloise. Et bruxelloise, faut pas oublier. Ben oui, bruxelloise. Par rapport à ton engagement, je sais aussi que tu t'es pas mal aussi impliquée dans les procès, dans la culture de la haine et de la peur, carrément auprès de la justice, oser porter sa voix, son témoignage, demander des comptes au bourreau. C'est aussi, quand même l'air de rien, un pas à franchir. Alors, si je dois parler de procès, mais je dois vous dire une chose, c'est l'engagement
quand je me suis engagée dans le travail de mémoire. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si je me suis engagée publiquement, mais je l'ai fait sans peut-être m'en rendre compte. Mais le travail de mémoire, aujourd'hui, que je poursuis, je dis même à mes enfants, je lutte contre tous les mécanismes qui ont conduit au génocide, c'est-à-dire le racisme, la discrimination, la mini-violence qu'on peut rencontrer dans les rues. Mais au niveau du génocide, nous savons très bien que nous avons beaucoup de bourreaux qui se baladent, qui sont libres, et à gauche et à droite, et en France et en Belgique et tout ça. Et c'est la moindre des choses d'instruire les projets qui pourraient amener ces gens à être en justice. Et donc, c'est une chose. Une autre chose, c'est que les procès, je m'y implique parce que je n'en ai pas initié. J'aurais bien voulu. Moi, je suis rescapée d'un endroit où je sais qu'il y en a qu'on pourrait poursuivre ici, mais c'est très compliqué de poursuivre tout le monde. Mais quand même, je m'implique dans les procès parce qu'on y entend beaucoup de choses. Et pour la mémoire, ça nous permet d'écrire, de rendre compte de comment s'est passé le génocide. Donc ça, c'est très intéressant, comme je suis très, très impliquée dans tout ce qui est éducation et transmission avec les profs, les élèves. Moi, ça me permet déjà de récolter pas mal d'infos. Et je peux vous dire qu'en Belgique, on n'a pas encore de programme dans les programmes scolaires pour enseigner le génocide. Donc, il faut quand même récolter pas mal de choses pour peut-être aboutir à ça. Donc, les procès, c'est des lieux de fouille et de récolte. Donc, merci pour votre podcast. De rien, merci à toi. Notre seconde invitée est Béatrice Mukamulingwa, fondatrice et gestionnaire de l'association Cris du cœur d'une mère qui espère, une association que j'ai découverte grâce à Anne de Fonvent, qui, grâce au bouche à oreille, a découvert le blog moulakosé.com et les articles où je parlais de mon vécu et réflexion autour du travail de mémoire en tant que personne rescapée de ce génocide. Vu que depuis ma rencontre avec Félicité, j'ai commencé à publiquement écrire sur le blog autour de ces sujets. Suite à ces lectures, Anne a souhaité qu'on se rencontre car elle et Béatrice réfléchissaient à un projet qui s'appelle Retisser l'espoir, parole de jeunes, qui est un projet de création à la fois pédagogique et artistique à destination des élèves de 5e et 6e secondaire pour permettre en fait de transmettre les vécus des bénéficiaires de l'association de Béatrice. Comme ça, cela permet de mettre en avant le travail de l'association et des bénévoles et de Béatrice, et en même temps d'impliquer et de conscientiser des élèves par rapport à ce vécu et cette histoire commune au Rwanda et à la Belgique. Je vous laisse découvrir notre conversation. Alors merci Béatrice d'être là aujourd'hui pour le podcast. J'aimerais bien que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui découvrent le podcast. Bonjour Marianne, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Béatrice Mukamulingwa, je suis rwandaise. Je suis ici en Belgique depuis le 29 mars 1994 où je venais pour un mois de vacances et le génocide m'a surpris ici en Belgique. J'avais donc laissé mes enfants au Rwanda, je les avais laissés chez mon frère et du coup j'ai pas eu de leurs nouvelles jusqu'à maintenant. Je les ai cherchés et puis finalement ça a évolué en un projet de recherche d'enfants rwandais disparus à travers une association Cris du cœur d'une mère qui espère. C'est une association qui a d'abord commencé au Rwanda en 2013 et puis en Belgique depuis 2015 et les deux associations portent le même nom sauf que l'une est de droit belge et l'autre est de droit rwandais. Concrètement, comment le génocide impactait ta vie? Parce qu'on sait qu'il y a eu un avant et un après. Mais... Oui, il y a un avant et un après. Avant, j'étais chez moi dans mon pays. Le premier bouleversement consiste à être à l'étranger, dans un pays où on n'avait pas prévu de vivre, de rester. Au Rwanda, je
travaillé, j'étais directrice générale de la société Shell Rwanda. Et ici, j'ai pas pu travailler. Et j'avais une famille, j'avais les parents, j'avais les frères, j'avais les tantes, j'avais les cousins, j'avais les cousines. Une grande famille, une nucléaire et une famille élargie. Et pour le moment, je suis seule. J'étais mariée, je me suis séparée de mon mari le 6 avril 1995. On peut dire aussi que c'est une des conséquences de ce génocide. Donc tout ne peut plus être comme avant après avoir vécu ou subi un génocide. Même si je n'étais pas sur place, je ne l'ai pas subi dans ma chair, mais je l'ai subi dans tout mon être. Comment tu décrirais ton rapport maintenant au Rwanda et ton rapport avec la Belgique? Mon rapport avec le Rwanda a principalement consisté en ce que j'ai effectué, même si je suis en Belgique, mais j'ai effectué beaucoup de voyages au Rwanda, justement à la recherche de mes enfants, parce que l'histoire racontait que quelqu'un les aurait vus jusque vers la frontière avec le Burundi. Moi, je suis originaire du sud. Mes enfants étaient dans le Mayaga, l'ancienne commune de Nyazo. Et donc, j'ai dû parcourir beaucoup de villages, beaucoup de collines. J'ai dû assister au procès Gachacha pour savoir qui se serait passé pour mes enfants. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils sont morts, je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Mais je m'accroche à cette idée, à cette nouvelle que j'ai apprise, disant que, en tout cas, ils n'ont pas été tués là où ils étaient à Rizarsonga. Ils avaient fui avec la famille de mon frère. Donc, tout me ramène vers le Rwanda. Et même pour l'association dont je parle, l'essentiel des activités se passe au Rwanda. Au début, j'y allais souvent. Par après, les moyens n'ont pas suivi. Donc, je fais tout à partir d'ici. C'est principalement du matin au soir que je suis en communication avec les volontaires qui travaillent pour l'association. Mon rapport avec la Belgique, évidemment, c'est mon pays hôte. Moi, j'estime que ce qui m'a permis de pouvoir tenir malgré ce qui venait de se passer, essentiellement, c'est parce que je ne suis pas sur place, où je dois voir tous les malheurs qui s'y sont passés. Je n'ignore rien, je sais tout, mais c'est pas comme si je vivais là-dedans, pas comme si maintenant, ici, quand j'ai un problème, je peux en parler à quelqu'un qui a été moins affecté, qui peut prêter une oreille, tandis que là, sur place, c'est complètement différent. On peut dire en un peu de mots que j'ai l'avantage d'être entre les deux ou bien sur les deux pays. Comment as-tu eu le déclic de carrément créer ton association? Ça a pris beaucoup de temps hein, parce que, comme tu le dis, c'est vraiment un déclic. Au début, je pensais que j'étais la seule à ne pas savoir ce qui est arrivé à mes enfants pour la bonne raison que je n'étais pas là sur place. Je pensais que les autres parents avaient été séparés de leurs enfants à un moment donné, mais qu'ils avaient su dans quelles conditions, dans quelles circonstances et qu'il y avait eu quelqu'un qui les aurait dit finalement, après votre départ, après votre séparation, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc là, j'ai continué à rechercher mes enfants. Je n'ai pas été qu'au Rwanda, j'ai été dans plusieurs pays. J'ai été au Congo, Bukavu et Goma en 1995. J'ai été à Brazzaville, là c'était en 2009. J'ai été au Burundi 2 fois. J'ai été au Canada. J'ai été un peu partout. On me parlait de quelqu'un qui aurait vu ou qui était à un moment donné avec mes enfants. J'y allais pour aller aux nouvelles. Et donc là, partout où je passais, je ramenais des nouvelles, des histoires d'enfants qui ont été séparés de leur famille. Notamment à Goma, j'y ai appris en 1995 que dans toutes les familles congolaises, de Goma jusqu'à Rutshuru, Masisi, un territoire assez immense, dans chaque famille, il y avait au moins 2 enfants rwandais et qui étaient employés comme aides-ménagers, qui vivaient toutes sortes de situations et que ces enfants n'étaient connus de personne. Alors, comme parent, j'en reviens, je me dis, là, je pensais toujours à parcourir ces collines, ces villages pour voir s'il n'y avait pas mes enfants. Jusque-là, je ne pensais pas encore à l'association. Je vais à Brazzaville, j'en prends encore des nouvelles de gens qui ont traversé les forêts du Congo jusqu'au Congo-Brazza. Et à chaque endroit, il y avait toujours des gens qui restaient. C'est sous-entendu que les plus jeunes, les enfants les plus fragiles en faisaient partie. Et puis, il y a aussi eu des témoignages d'enfants qui sont revenus de l'étranger, pays limitrophes, quelques années après
après le génocide. Les enfants auxquels personne ne pensait vraiment, tout le monde disait qu'ils étaient morts. Là aussi, j'ai eu les témoignages, j'en ai appris beaucoup de choses. Mais le déclic, le vrai déclic, en 2011, le 22 janvier, je suis à Nyundo, où je venais d'apprendre qu'une jeune fille, 16 ans et demi après, avait retrouvé ses parents. Pas tous les deux, la maman était décédée, mais le papa était toujours en vie. Alors là, sur place, j'ai senti comme une voix qui me parlait, Béatrice, tu vois. À partout où tu es allée, on te disait, non, reste tombé, il n'y a pas moyen, tout le monde est mort, ainsi de suite. Qu'un parent encore en vie au Rwanda, à quelques heures de route, il y a encore un enfant qui y passe 16 ans et demi. Je me suis dit certainement qu'il y a d'autres parents comme moi qui ne savent pas, qui n'ont pas osé chercher, qui n'ont pas eu l'idée que c'est possible, ou alors qu'on a découragé comme on essayait de me décourager tout le temps. C'est là où je me suis dit, j'entendais moi, je croyante et pratiquante, je me suis dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, j'ai posé quelques conditions pour être sûr que je ne m'égarais pas dans mes pensées. Et là, quand la condition posée a été remplie, réunie, je me suis dit, ça va, j'y vais. Je suis allée au Rwanda début janvier 2012 pour commencer l'association. Tout à l'heure, tu disais, il y a des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'on les cherche ou qu'il y a peut-être des personnes qui sont encore en vie. Donc comment toi, tu vas auprès des gens, les mettre en lien, leur permettre de commencer les démarches? En fait, quand j'ai commencé, quand je suis allée au Rwanda, j'avais vraiment aucune idée de comment j'allais procéder, mais j'étais sûre que je devais arriver à quelque chose. J'ai d'abord essayé près de la Croix-Rouge internationale au Rwanda pour qu'on me donne une liste de mamans, je pensais principalement aux mamans, qui auraient déposé des demandes de recherche et pour lesquelles on n'avait pas eu de réponse. La Croix-Rouge ne m'a pas bien accueilli, donc ne voulait pas me donner cette information. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas, mais ils ne me l'ont pas avoué. Alors là, je me suis dit, je vais essayer de passer à la radio. J'ai obtenu 2 émissions. Au début, c'était les émissions de la CNRG, Commission nationale de lutte contre le génocide, où j'ai pu parler à la radio nationale, j'ai pu parler à la radio Contact FM, et je parlais justement de ce que je suis en train de rechercher mes enfants, et que je pense que ça serait important que tout le monde se mette à chercher, que personne ne nous décourage, que c'est un devoir d'abord, et que c'est aussi un droit. Au début, il y a eu quelques gens qui m'ont contacté, et puis par après, j'ai fait faire un workshop avec les journalistes. Il y avait 4 ou 5 journaux qui ont chacun fait un article, et ce qui fait que c'était déjà un début. Jusque-là, j'étais encore découragée. Je trouve que les gens, même s'ils pensent que ça ne vaut pas la peine, mais c'est pas nécessaire non plus de décourager quelqu'un qui essaye. Mais alors là, avec les premières personnes, surtout l'avantage était que les enfants étaient maintenant des adultes. Personne ne pouvait plus les empêcher de chercher leur famille, et la plupart d'ailleurs n'étaient plus dans les familles qui les avaient accueillis parce que ça ne s'est pas toujours bien passé. Et donc, c'est principalement dans un premier temps les jeunes, qui étaient encore des enfants à l'époque, qui se sont adressés à moi. Et puis, on a commencé petit à petit. Chaque fois que j'avais une idée, j'avais aussi fait un film documentaire, un recueil de témoignages de tous ces jeunes qui sont justement revenus au Rwanda, qu'on retrouvait même sur les collines. Et c'est avec ce film aussi, on essayait de diffuser dans les écoles, dans des collectivités où on pouvait avoir audience pour commencer à diffuser. Les débuts ont été un peu difficiles, mais pour le moment, je pense que la plupart des Rwandais savent que ce projet existe. En parlant de ce projet qui existe, vous avez aussi, l'année dernière, réalisé une pièce radiophonique. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu à la fois de ce projet de plus grande envergure, puisque ça a quand même duré 6 mois de diffusion, et quels ont été aussi les résultats de ce projet de plus grande envergure? Oui, l'idée de la pièce de théâtre radiophonique, en fait, je l'ai eue parce que au début, quand j'ai commencé, j'espérais avoir des financements. Je trouvais que c'était un projet vital et existentiel, mais j'ai essayé partout au Rwanda, ça n'a rien donné. J'ai essayé en Belgique, j'ai écrit à toutes les institutions, ça n'a rien donné. Alors après, j'ai essayé de me creuser les méninges pour savoir ce que je pourrais faire pour faire connaître encore plus. Parce que moi, dans l'idée, même les financements, si je les avais eus, ça aurait été pour parcourir les collines, informer les gens, essayer de conscientiser sur les dangers de vivre sans connaître son identité, de vivre sans savoir ce qu'est devenu ton enfant. Et alors avec ça, j'espérais que les gens
allaient réagir. Mais comme je n'ai pas eu ces financements, je me suis dit, pourquoi pas essayer une pièce radiophonique, parce que du temps où je vivais au Rwanda, la population en raffolait, donc quand c'est bien écrit, bien joué, les gens aimaient bien. Alors j'ai eu l'idée de la pièce radiophonique. Au départ, c'était en 2016, mais les moyens financiers n'ont pas suivi. Alors par après, les petits dons qu'on recevait, comme j'avais diminué mes séjours et mes voyages au Rwanda, on mettait de côté jusqu'au jour où on a eu un montant qui pouvait nous permettre d'écrire et de diffuser. Sûrement que 6 mois, parce que pour un projet pareil, ça serait mieux que ça soit vraiment passé en continu jusqu'à ce qu'on soit sûr que tout le monde a compris. Il y a d'abord entendre et puis il y a comprendre. Mais sur les 6 mois qu'on a diffusé, ça a eu des résultats spectaculaires. On s'y attendait pas. Je me disais que ça pouvait ramener quelque chose, mais ça m'a surpris parmi les premiers. Donc on a pu réunir 19 familles grâce à la pièce radiophonique, plus 3 autres familles qu'on avait réunies en passant par les églises, en passant par les réseaux sociaux. Et en tout, pour le moment, on a pu réunir 22 familles. Et je rends grâce à Dieu. Franchement, bravo. C'est impressionnant. En parlant de ça, comme c'est hyper important, comment les personnes qui écoutent ce podcast peuvent peut-être t'aider ou aider les équipes du Cri du cœur d'une mère qui espère? L'aide la plus importante, ça serait de pouvoir continuer cette pièce radiophonique. Et les gens réclament, hein, pourquoi est-ce que vous avez arrêté ça? Ils ne comprennent pas qu'on peut commencer un projet pareil sans financement. Alors là, si on pouvait diffuser ne serait-ce qu'encore 6 mois, c'est le minimum évidemment. 6 mois, ça nous a coûté 20 000 €, mais on n'avait pas pu faire suffisamment de publicité avant la pièce parce que ça coûte aussi cher. Donc je dis en gros, si on avait moyen de rassembler encore 25 000 € pour la publicité, pour l'écriture et la diffusion et faire encore 6 mois. Évidemment, l'idéal serait au minimum 1 année. Mais déjà, si on a pu avoir des résultats avec 6 mois, si on peut encore diffuser pendant 6 mois, on espère pouvoir obtenir les mêmes résultats, sinon plus. Pourquoi, selon toi, il reste pertinent, même après 30 ans, de faire ce genre d'initiative, que ce soit tes actions avec les bénévoles pour l'association ou ce podcast? Disons que 30 ans, c'est pas vraiment beaucoup. On ne devrait pas passer à autre chose. C'est que la vie accule les gens à passer à autre chose, mais pour moi, c'est un danger latent de vite gommer les problèmes qui ont été aussi profonds qu'un génocide. Il y en a qui, comme je le disais, qui ont subi ça dans leur chair. Il y en a qui ont perdu leur famille. C'est des blessures qui devraient être pensées petit à petit durant toute une vie. Mais ça reste important, oui, avec ce qu'on fait, parce qu'on a besoin encore que les gens sachent ce que c'est ce génocide. Si je devais le dire de manière générale. On a besoin que les gens soient conscients qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a l'histoire au grand H. Les gens savent qu'il y a un génocide. Mais de se dire qu'il y a quelqu'un comme moi qui, durant toute cette vie, ces 30 années, n'a rien pu faire d'autre. Je suis jusqu'à présent sur aide sociale. Pourtant, j'ai des diplômes, j'ai des capacités professionnelles, j'avais déjà travaillé. Mais de mettre de côté comme ça une vie, c'est l'impact d'un génocide qui a pris tout à toute une population. Encore, je suis parmi les plus favorisés parce que je sais au moins en faire quelque chose. Donc, c'est important que les gens sachent. Et puis, si je le dis maintenant, pour ce qui me concerne personnellement, tant que les gens ne savent pas qu'il y a eu des disparitions, il y a des enfants qui ignorent leur identité, qui savent ni leur nom, ni l'endroit d'où ils viennent, ni les parents, rien du tout. Et si on diffuse, c'est pour que petit à petit les gens sauront l'information et partant à espérer pouvoir en retour avoir d'autres informations. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont ici en Europe. Il y en a qui sont en Italie principalement. Il y en a qui sont en France, probablement ici aussi en Belgique et ailleurs. Donc si les gens sont au courant, peut-être qu'ils vont faire un peu plus attention. Il faut aussi savoir que nous, on souffre de ne pas savoir. Donc c'est important de pouvoir faire des sensibilisations à travers tous les canaux possibles. Et il y a une question qui me vient en t'écoutant. On parle souvent dans les ateliers du deuil impossible. Est-ce que tu pourrais un peu l'expliquer? Parce que c'est aussi une conséquence du génocide, c'est d'avoir tout ce process en termes de santé mentale, à devoir veiller sur soi-même et son équilibre.
Pour ce qui me concerne, le deuil me devient impossible parce que je ne sais pas encore pour mes enfants. Donc, tant que je me dis qu'ils pourraient être encore en vie, je ne sais pas passer à autre chose. J'ai eu dernièrement, du forum, tu en auras entendu parler, exposé longuement sur le deuil impossible. Justement, j'ai expliqué comment les deuils se passaient dans une situation normale. On a d'abord la personne est malade, on essaie de l'épauler autant qu'on peut, après il s'en va, après on l'accompagne, on pleure, puis après la vie reprend. On ne l'oublie pas, mais on a eu au moins ce temps de progressivement se mettre à l'idée qu'elle pourrait partir. Mais alors là, tant qu'on n'a pas eu les corps, je vois même pour les enterrements qu'on fait en dignité, pour les corps qu'on retrouve, j'ai moi-même enterré ma grand-mère, j'ai enterré 2 de mes frères et ma sœur. C'était un soulagement, on ne sait pas dire comment ça se passe, mais c'est vraiment comme s'il y avait une grosse charge qui disparaissait à partir du moment où on se dit ça c'était un devoir, je viens de le faire, je viens de l'accomplir. Pour eux, je ne peux pas dire que j'ai fait le deuil parce que je ne sais pas faire un deuil partiel, mais au moins j'ai senti un gros soulagement. Donc le deuil, même pour ceux qui ont pu retrouver les corps, on essaie de vivre comme tu le dis dans le cadre d'Aheranois et tout ça, mais un deuil comme deuil, je pense que toutes les personnes qui ont vécu, qui étaient des contemporains du génocide, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible de vivre, de malgré ça. Ouais. En fait, c'est comme tu viens d'utiliser un bon terme, chacun trouve en fonction de son histoire, de son vécu, peut trouver une ressource en lui-même qui l'aide à avancer. Ça sera pas le même parcours pour tout le monde, parce qu'on est différents, même on nous dit que même les frères ou les sœurs jumeaux restent finalement différents, mais c'est en essayant d'abord d'avoir cette volonté de vivre et de bien vivre et d'être heureux, on y arrive. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce second épisode, Nos aînés. Je tenais encore une fois à remercier, féliciter, et si auditeurs, auditrices, vous êtes intéressés par son ouvrage, son récit, il s'appelle, pour rappel, L'ouragan a frappé Nyondo. Il est disponible aux éditions du Cerisier. Par exemple, vous pouvez le commander à la librairie Livre au Trésor. Je vous invite aussi à suivre Béatrice et son association Cri du cœur d'une mère qui espère via le site internet ccmes.org. Sur ce site, vous trouverez toutes les infos pratiques pour suivre les activités, avoir des nouvelles des actions et surtout aussi vous abonner à la newsletter. Comme toute association, je pense que vous le savez, elle fonctionne aussi grâce aux dons et donc n'hésitez pas aussi à soutenir l'ASBL. Encore merci pour le soutien à ce podcast. Vu que le premier épisode a eu la chance d'avoir de chaleureux et très intéressants retours, ça nous motive et ça nous fait chaud au cœur de nous dire que cette initiative est accueillie avec autant d'enthousiasme. Les retours auprès de personnes qui sont touchées de près ou de loin par les conséquences de ce génocide, qui nous contactent pour aussi peut-être participer aux prochains épisodes, mais l'histoire ne fait que commencer et donc on est déjà très heureux de la construire avec vous et les invités, mais que ça intéresse de nouvelles personnes, c'est vraiment incroyable. Donc merci aux personnes qui ont pris le temps de nous contacter et nous faire parvenir leur intention et leur envie de prendre part aussi à cette aventure. Et merci à Douchime d'avoir habillé le podcast. C'est tellement chouette d'avoir cette ambiance musicale qui correspond à l'idée de Ubun Dahe Hanoi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Nuancier Média, sur Instagram, aussi à Nuancier Média, et sur YouTube, aussi à Nuancier Média. Bye!